Is her love real? Just because you chose this for her doesn't make it less real. Quoi? L'amour de Nikki, il semble pas du tout réel. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oh, il y a une phrase au début du film qui clarifie ce que ça veut dire. Et le scénario qui a leaké comporte une réplique encore plus longue après cette phrase, qui rajoute de l'importance à cette réplique. Quand elle lui dit qu'elle a besoin de ressentir de l'amour pour écrire son roman, il répond « de l'amour ?» Donc c'est une romance. Et elle lui dit « non, c'est pas une romance, c'est une histoire d'amour. » C'est à quoi Bear répond « c'est pas une romance ça ?» Dans le film, Nikki semble perplexe mais reste silencieuse après cette réplique. Dans le scénario, elle a tout un monologue. Elle dit « je pense pas que la romance soit réelle. Je pense que l'amour est réel mais pas la romance. La romance, ça te donne l'impression que la vie est magique comme dans les films, mais après, tes parents se séparent ou alors ils sont tellement misérables que tu préférerais qu'ils se séparent. Les gens te diront que l'amour s'évanouit, que c'est un mirage. Ils ont tort. La romance s'évanouit. L'amour, c'est quelque chose de très différent. Et c'est ça que je vais écrire. Le bon, le mauvais, le moche. Des vrais trucs. Je veux pas promettre n'importe quoi aux gens. Je veux juste leur montrer ce que ça pourrait être. Le souhait de Bear, c'est pas « je veux vivre la romance dont je rêve avec Nikki », c'est I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. le souhait de vivre une romance avec Nikki ne serait pas plus éthique, je tiens à le préciser, il priverait tout autant Nikki de sa propre volonté, ça reste un abus de la part de Bear s'il impose ses fantasmes à quelqu'un qui peut même plus choisir ses propres actions. Mais avec le mot romance, peut-être que l'aspect cauchemardesque de l'amour n'aurait pas fait partie de l'équation. Parce que comme dit Nikki dans la réplique coupée, la romance n'est que la partie magique et agréable de la relation amoureuse. Mais l'amour, c'est pas toujours beau. Ça peut être sacrément tordu parfois. S'il n'est pas accompagné d'une bonne dose de raison, l'amour peut devenir violent et obsessionnel. Et pour quelqu'un qui ne désirait que la romance, l'amour peut devenir terrifiant au point de le pousser à faire les choix les plus immoraux. L'amour ne s'obtient pas en un claquement de doigts, il se mérite, c'est un travail, c'est un choix continu. Et aimer quelqu'un, c'est pas juste tomber amoureux, c'est aussi l'aimer quand cette personne va mal, quand elle souffre, qu'elle est bizarre ou qu'elle sait plus comment agir. Bien sûr que ressentir d'un seul coup un amour sans limite pour quelqu'un d'autre, ça provoquerait des comportements étranges, anormaux, dangereux. Et ça ressemblerait en rien à une romance. C'est pour ça qu'Obsession n'est pas une romance. Obsession est une histoire d'amour. L'histoire d'un amour terrifiant aux yeux du romantique. I love you! Si vous avez pas compris, on va spoiler Obsession. Obsession, c'est un choix de titre étrange, non? Oui, la Nikki ensorcelée affiche une obsession flippante envers Bear, mais c'est pas l'obsession de la vraie Nikki, c'est une obsession artificielle, créée par l'amour artificiel du vœu de Bear. La vraie Nikki, elle présente pas un comportement obsessionnel, donc même si les moments flippants du film semblent être liés à l'obsession de Freaky Nikki, la Nikki artificielle, c'est pas cette obsession-là qui est la cause humaine du cauchemar, c'est plutôt une conséquence flippante. Ce que je trouve le plus étrange, c'est que le choix du titre peut pousser certaines personnes à ne se concentrer que sur l'obsession la plus évidente, celle de Nikki. Est-ce que le but du réalisateur est réellement de miser sur la peur masculine de tomber sur une copine folle alliée, ou est-ce que l'obsession en question n'est pas celle qui saute aux yeux? Regardez les sketchs du réalisateur Curry Barker. Yeah, sure. Let me know if you have any questions. Okay, cool. She is so into me. No way, dude. It's guaranteed she was into me. Regardez ses interviews, et vous finirez par capter que c'est quelqu'un qui a une certaine intelligence émotionnelle, pas du genre à se dire « on va capitaliser sur la pire peur des mecs, une copine tarée ». Alors même si la copine follement jalouse, c'est la direction d'acteur qu'il a donnée à Indy Navarrete, la comédienne de Nikki, ça semble évident que Bear est pensé comme le méchant du film. Et même dans toutes les interviews de Curry, il confirme totalement que Bear est le bourreau de l'histoire, qu'il joue même de sa personnalité du gentil garçon timide à son avantage. Ils réussissent au début à nous faire ressentir de la pitié et de la sympathie pour lui avant qu'on commence progressivement à lui reprocher ses choix, jusqu'à le détester. L'obsession à la racine de l'histoire, celle qui est la plus humainement terrifiante parce qu'on reconnaît qu'elle puisse exister et qu'elle soit crédible de la part d'un humain doté d'une volonté propre, de quelqu'un qu'on pourrait connaître dans notre entourage. C'est celle qui est à l'origine du cauchemar et qui l'entretient réellement. Pas celle d'une petite amie hystérique qui au passage n'est pas une petite amie hystérique mais une femme victime de soumission abusive. Obsession is about a girl whose best friend is obsessed with her and wants to make a wish, and then he makes the wish, and then little does he know what will happen. L'obsession du titre, c'est celle d'un homme qui continue de profiter de la victime de ses fantasmes alors que tous les signaux de souffrance hurlent clairement à la maltraitance. If the girl doesn't like you, like, move on. Just move on. Le comportement cauchemardesque de Nikki nous fait peur à nous, spectateurs, pour qu'on exhorte Bear d'arrêter ce supplice par pitié. Fais quelque chose! Rien ne va, c'est évident. Fais une seule fois le bon choix, pitié. C'est à ça que servent les mouvements flippants, les sourires anormaux, les scènes malaisantes et les sandwichs au pâté de chat. C'est pour que les choix de Bear sonnent de plus en plus faux, de plus en plus abusifs,
de plus en plus criminelle. On commence par se projeter dans Bear quand on ressent son attirance pour Nikki et qu'on lui souhaite de vivre une romance avec elle. Et petit à petit, on se désassocie complètement de sa lâcheté, de son égoïsme, de son déni. Nikki est une victime de l'obsession de Bear. Le titre « Obsession » fait référence au crush toxique, à l'attirance d'un jeune homme qui n'a pas eu le courage d'abandonner son fantasme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il fait l'erreur fatale en premier lieu. Il aurait jamais fait son vœu s'il avait avoué ses sentiments à Nikki en la déposant chez elle. Et il n'a pas avoué ses sentiments parce qu'il avait peur de la faire fuir. S'il avait eu le courage de prendre ce risque, s'il avait accepté qu'elle puisse partir et que la vie aurait continué malgré tout, il aurait pu avouer ses sentiments. Et quelle que soit la réponse de Nikki, il se serait pas senti nul au point de reporter sa frustration sur une baguette à vœux ridicule. C'est parce que son attirance pour elle est obsessionnelle qu'il dit I was calling to see if there's a way I can alter a wish. Like to cancel your wish? No. It's okay to keep the. I just want to know if I can like alter it a little. Il demande pas à annuler le vœu, il veut le faire fonctionner un peu mieux. Il veut que ce soit moins flippant pour lui, mais sans pour autant rendre à Nikki sa liberté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce teaser est le meilleur teaser que j'ai vu depuis des années. En une scène, en un plan, qui est un reshoot je crois d'ailleurs, bref, en 1 minute, on nous expose toute la complexité thématique de ce film. Mais il y a aussi un autre moment qui m'a fait tiquer au premier visionnage, c'est l'extrait glauquissime du roman qu'écrit Nikki, et qu'elle lit à voix haute devant tout le monde à la soirée chez Yann. Only the branch of a willow tree could conjure. Une sorte de fanfiction hardcore extrême pour adultes sur le compte de Hansel et Gretel, où Gretel fantasme sur les relations sexuelles qu'elle entretient avec son frère, au point de... Oh, non, je vais pas dire ça sur YouTube. Mais pourquoi ça résonne autant avec l'état d'esprit de Freaky Nikki, la Nikki ensorcelée? À cause certes de l'obsession psychopathique de Gretel dans le récit, qui répète quelque chose du même acabit qu'une autre réplique de Nikki un peu plus tôt, où elle dit à Bear qu'elle aimerait enfiler sa peau, ou un truc du genre. Mais surtout, à cause du caractère incestueux de la relation. L'attirance forcée de Nikki envers Bear est une fausse note, semblable à l'attirance entre un frère et une sœur. Et Bear profite de cette attirance malsaine, involontaire, biaisée, alors que Nikki aurait pu compter sur lui comme elle aurait compté sur un frère. Lui qui dispose de sa propre volonté, c'est à lui que revient la responsabilité d'aider Nikki à recouvrer une forme de discernement et de volonté propre. Cet extrait de roman, il compare leur relation à un inceste, une relation immorale, condamnable, et surtout une relation ancrée dans un rapport de domination et de fantasme. Même aux yeux de Yann, son pote un peu insensible, Nikki a l'air de traverser une sorte de crise psychotique. Et Yann, il dit à Bear qu'il donne l'impression d'abuser d'elle. Et puis, il y a le point de vue de Sarah, qui pense que Nikki se repose beaucoup trop sur Bear pour encaisser une période difficile. Elle peut pas se douter de ce qui se passe réellement, mais son avis vient quand même adoucir le point de vue qui imposerait à quelqu'un de se livrer corps et âme à son compagnon psychotique. Si la personne qu'on aime traverse un moment difficile, il faut certes être présent du mieux qu'on peut, mais on peut pas non plus être le seul et unique rempart. J'ai beaucoup entendu sur les réseaux qu'il serait intéressant de voir le film du point de vue de Nikki. Et je suis entièrement d'accord, je pense d'ailleurs que des films de ce genre existent, et pas seulement récemment. Et aussi qu'il en faudrait plus. Et qu'idéalement, ils mériteraient plus de couverture médiatique. Et ce serait encore mieux s'ils sont réalisés par des femmes. Mais... je pense pas que le point de vue de Nikki soit complètement effacé dans le film. Les brefs aperçus qu'on en a sont l'objet de la terreur, sont la raison pour laquelle on finit par détester Bear et être soulagé par sa mort. Les cris de douleur au téléphone avec le SAV de la baguette à vœux. Les sursauts terrifiants lorsque Nikki remonte à la surface, allant jusqu'à s'automutiler dans l'espoir de mettre fin à son sort. Et la déchirante supplication d'être achevée quand elle est à moitié endormie. Tous ces brefs moments nous glacent le sang. Et je sais pas si ça nous ferait le même effet si ces aperçus duraient plus longtemps. Dans ce film en tout cas. Un autre argument qui justifie de se concentrer sur le point de vue de Bear, c'est la possibilité pour certaines personnes de se reconnaître dans le personnage, d'y voir un conte d'avertissement, un appel à changer un peu viscéral. Le cauchemar en surface que vit Bear n'est que le reflet de ce qu'il inflige à Nikki. C'est une punition méritée et auto-infligée. Même la résolution finale, elle me fait penser à l'autodestruction de l'anneau à la montagne du destin. Ça va, le Seigneur des Anneaux, on peut spoiler. L'anneau est détruit à cause de la possessivité qu'il engendre chez ses porteurs. Ils veulent tellement le garder pour eux qu'en essayant de ne pas le détruire et de le garder chacun pour soi, l'anneau est finalement poussé à être détruit. Dans Obsession, le sort que Bear a jeté sur Nikki est brisé grâce aux effets du sort lui-même. So she's just stuck like this forever? Well, yeah, I mean, as long as you live. As long as I live. Bear, qui avait enfin compris que sa meilleure issue était le suicide, et que c'était aussi la seule façon de libérer Nikki, allait encore se défiler, et essayer de vomir les pilules. Mais Freaky Nikki désespère tellement d'être aimée par Bear qu'elle décide d'utiliser son vœu pour le ramener à elle. Et à cause du vœu de Freaky Nikki, Bear oublie de vomir les pilules et meurt, ce qui libère enfin Nikki de son emprise. Tout ça à cause du vœu de Bear.
Alors, ça n'enlève pas toute la souffrance qu'il a infligée à Nikki, ni les vies ôtées à ses amis. Et d'ailleurs, Curry a avoué dans une interview que dans la fin d'origine, Nikki se tirait aussi une balle à cause du traumatisme quand elle reprenait ses esprits. Mais Bear est clairement puni par son propre souhait, hein, et il est puni tout le long du film. Ça se passe pas du tout comme il aurait aimé que ça se passe. Il demande même à son pote Ian de faire le vœu que Bear n'ait jamais fait son vœu. Donc il finit par regretter littéralement tout ce qui s'est passé et il le paye de sa vie. Si le film est cruel tout du long, autant que la fin soit un bouquet de cruauté. Je pense que le point de vue de Bear, il a son importance. Justement pour montrer à ceux qui croient être juste le gars sympa un peu timide, que le manque de courage est un vilain défaut qui peut mener à des choix immoraux et violents et abusifs. Que c'est pas parce que quelqu'un nous plaît qu'il faut s'y accrocher comme si notre vie en dépendait, qu'il faut pas avoir peur comme ça de perdre l'objet de notre convoitise, qu'il faut faire la différence entre amour et romance, tracer la limite entre attirance et obsession. La solution du problème de Bear, c'est la scène d'ouverture. C'est l'aveu qu'il n'a jamais trouvé le courage de faire à Nikki, contrairement à Sarah qui, elle, trouve le courage de lui montrer son attirance, de flirter avec lui, même si elle risque d'être confrontée au rejet. Bon, au final, elle est confrontée à une brique. Mais cette solution d'avouer ses sentiments, elle paraît évidente dès le premier visionnage. Alors comment est-ce que le film nous aide à accepter l'idée que ce soit trop dur pour Bear ? Bear ne devient un oppresseur aux yeux du spectateur que lorsqu'il commence à comprendre que le doute n'est plus permis, que Nikki souffre sous l'emprise de son vœu qui a bel et bien fonctionné. Mais avant ça, Bear n'est qu'un garçon timide. Et un garçon timide qui veut avouer ses sentiments cherche désespérément les signaux qui lui promettront une chance de réussite plus élevée. Et la première partie du film joue avec ce sous-texte comme un yo-yo dans un ascenseur. À partir de la première scène, l'objectif de Bear est implanté, et ça nous laisse tout le loisir de chercher à interpréter pour lui les signaux que lui envoie Nikki, afin d'évaluer ses chances. Et ça, c'est ce que j'appelle impliquer le spectateur. Pour rendre le spectateur actif, j'ai pas d'exemple plus efficace. Au lieu d'essayer de nous gaver d'informations, on nous empêche de les avoir. Et on nous garde les yeux et les oreilles grands ouverts pour justement essayer de nous faire notre propre idée, tandis que le film rend ça impossible pour nous, comme pour Bear. Et pour impliquer le spectateur pour le reste du film, donnez-lui un choix impossible avec lequel se débattre. Est-ce que tu préfères tenter de vivre une relation terrifiante sans échappatoire avec la fille que tu croyais aimer, ou mettre fin à tes jours pour que tout s'arrête ? Choisis maintenant. Tu peux essayer de fuir, mais elle te retrouvera. Encore un choix irréconciliable. Bon là c'est de l'horreur, donc forcément c'est choisir entre deux options pires l'une que l'autre. Mais ça fonctionne aussi si c'est un choix entre deux options meilleures l'une que l'autre, et qu'on n'arrive pas à départager. Mais comment on en arrive à faire un film comme ça ? Curry Barker, il avait déjà un certain succès sur les réseaux sociaux grâce à ses sketchs inspirés du duo Key and Peele. Mais c'est pas le fait d'avoir une audience qui le rend capable de faire un film. Ça aide, bien sûr. Il suffit de voir comment Markiplier a pu autofinancer son film Iron Lung à 3 millions de dollars grâce à une fanbase de plus de 30 millions d'abonnés. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore pu le voir, sachez qu'Iron Lung est disponible en location sur YouTube. Pas en France, mais ça devrait pas être un problème. Parce qu'avec NordVPN, vous pouvez vous localiser aux États-Unis, au Canada ou même en Australie et débloquer Iron Lung sur YouTube. Et c'est pareil pour les géorestrictions des catalogues de vos plateformes de streaming préférées. Avec NordVPN, finito les limites. Et la connexion est tellement rapide que perso je vois aucune différence de débit quand je suis un Wi-Fi. En plus de ça, l'obsession de NordVPN, c'est de sécuriser votre navigation, en renforçant votre confidentialité, en chiffrant vos données et en masquant votre adresse IP et votre position. Mais aussi avec la protection anti-menace intégrée qui propose un filtre pour bloquer les sites malveillants, les trackers web et les publicités intrusives. Par contre, ils sont pas possessifs comme Nikki, ils enregistrent aucune de vos activités, ils ont une politique no-log. Ils vous aident même à repérer vos informations personnelles qui ont fuité sur le dark web. Et là-dessus, ils surveillent jusqu'à 5 adresses mail pour vous, donc vous pouvez protéger les données de vos proches au passage. Avec l'abonnement basique, vous pouvez utiliser le logiciel sur 10 appareils en simultané, et ça inclut autant les ordis et téléphones que les tablettes, Apple TV et Android TV. Si vous cliquez sur le lien en description, vous trouverez 4 mois offerts en prenant un abonnement de 2 ans, ce qui revient à 3 € par mois, et c'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Donc si vous n'avez pas vu Iron Lung, maintenant, vous pouvez naviguer en toute liberté avec NordVPN. Et merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. L'audience, c'est un atout pour pouvoir financer son film, mais c'est un des moins bons atouts quand on parle de budget en millions. Markiplier, il a réussi à rassembler 0,1 $ de budget par abonné YouTube. Donc, dans la même logique, avec 1 million d'abonnés, vous pouvez espérer rassembler 100 000 $ pour votre projet de film. C'est 1/8 du budget de Obsession. Et avant d'avoir 1 million d'abonnés, faut se lever tôt déjà. Mais en plus, il y a plein d'autres choses que ça prend pas en compte. Markiplier, il a une audience habituée aux jeux vidéo d'horreur, au contenu long, et à ses dizaines de courts-métrages aux millions de vues. Mais surtout, le film pour lequel il a levé un tel budget, il est adapté d'une propriété intellectuelle existante, à savoir un jeu vidéo d'horreur en huis clos. Donc quand tu rassembles 3 millions pour tourner dans un seul décor, ça te permet de mettre ce décor sur des pistons, d'ajouter quelques effets spéciaux sympas.
et de battre des records de quantité de faux sang. De quoi ajouter à la campagne de communication, quoi. La propriété intellectuelle, c'est aussi ce qui a aidé Kane Parsons à se voir confier par A24 un budget de 10 millions pour adapter les Backrooms au cinéma. Les Backrooms, je sais pas si on peut légalement qualifier ça de propriété intellectuelle, j'imagine que maintenant qu'A24 y a mis les pieds, c'est sûrement une question de propriété, mais avant ça, c'était surtout du lore internet. Mais c'est un lore qui est devenu populaire et auquel des millions de personnes ont déjà été confrontées en ligne, donc c'est une sorte d'IP qui a un potentiel d'attirer du public en salle. Là où Obsession marque un grand coup et donne à Curry Barker d'autant plus de légitimité dans l'industrie, c'est par son caractère d'œuvre originale. Non seulement il peut se targuer d'être à 100% l'auteur de cette nouvelle propriété intellectuelle, qui a attiré un public phénoménal sans aucune connaissance préexistante de l'œuvre, mais surtout c'est ce qui pousse le public à débattre et à théoriser autant. Où est la vraie Nikki? Quelle est l'entité qui l'habite? Est-ce qu'elle est la réincarnation du chat? Qui est le mec du SAV de One Wish Willow? Quels vœux peuvent se retourner contre nous et lesquels peuvent fonctionner comme on l'aurait espéré? Est-ce que tous les vœux sont foncièrement égoïstes? Est-ce que Bear aurait eu une chance avec Nikki s'il avait avoué ses sentiments? Toutes ces questions naissent avec la découverte du film et créent des discussions sur la base de la curiosité, de l'ouverture des possibles, du lore mystérieux de l'œuvre, plutôt qu'une habituelle comparaison entre l'œuvre originale et l'adaptation. Mais ce que Kane Parsons, Markiplier et Curry Barker ont tous en commun, c'est la pratique. Si vous espérez encore faire un court-métrage qui vous débloquera un gros budget pour l'adapter en long-métrage, laissez-moi vous dire que cette voie n'est pas aussi accessible qu'elle y paraît. Il faut déjà que votre court-métrage rencontre un gros succès, soit en ligne, soit sur le circuit des festivals, pour ouvrir ne serait-ce que des connexions, des rencontres avec des gens de l'industrie. Et là encore, on va pas vous lâcher un gros budget sur la base d'un court-métrage. Au-delà de chercher à obtenir des financements, c'est pas en faisant un court-métrage que vous aurez trouvé une voix authentique et originale. C'est pas en faisant un court-métrage que vous saurez faire preuve d'innovation dans le cinéma, que vous aurez l'expérience nécessaire pour diriger les comédiens avec sensibilité et crédibilité, ou pour faire un découpage technique qui maîtrise à la perfection la grammaire cinématographique, sans non plus chercher désespérément à prouver le génie de votre vision. Il faut faire des tonnes et des tonnes d'essais, d'erreurs, de prises de risques sans conséquence. You have to make bad movies and you have to take risks so that you can make good movies. Et avant d'avoir une idée de film aussi calibrée que celle qui a donné le scénario d'Obsession, il faut jongler avec des dizaines, voire des centaines d'idées, de concepts, de situations qui marchent plus ou moins. Obsession n'est même pas le premier long-métrage de Curry Barker. Son premier long-métrage, c'est Milk and Cereal, tourné pour 100 fois moins cher qu'Obsession. What do you mean you don't like it? What do you mean you don't like it? Le budget de Milk and Cereal s'élevait à $800. Et encore, c'est parce qu'ils ont essayé de quantifier un budget. Apparemment, ça leur a vraiment rien coûté, quoi. C'est un film d'horreur en found footage qui s'apparente beaucoup à une forme de comédie noire, dont le ton d'ailleurs se rapproche encore plus des sketchs de Curry et Cooper. Et avant ça, il avait fait The Chair, qui est le court-métrage qui a convaincu le premier producteur d'Obsession de commander à Curry Barker le long-métrage de The Chair. Mais Curry a réussi à pitcher un concept différent à cet investisseur, un concept qui reprenait les changements de comportement terrifiants de The Chair, mais pour les placer dans un contexte relationnel plus riche thématiquement. Le résultat de son pitch, une comédie romantique maudite, et une rentabilité historique au box-office. Obsession porte aussi une énorme touche d'humour. Do you still think I'm pretty? Le malaise installé par le comportement de Nikki provoque à plusieurs moments des rires francs dans le public, sans pour autant perdre en crédibilité, sans tâcher l'atmosphère qui reste terrifiante. Curry dit dans ses interviews qu'il n'avait pas anticipé la plupart des rires, qu'il a simplement monté son film pour le rendre le plus honnête possible. Et il y a clairement un triangle qui se dessine entre horreur, comédie et honnêteté. Forcément que l'honnêteté de Curry se traduit en moments de comédie, il y a rien qu'à voir tous ces sketchs. You can't leave at the same time. Why? Guys, it'll look like we're gonna Ça semble toujours résonner avec une idée authentique, quelque chose qui a germé dans son esprit à partir d'une incompréhension, d'une observation absurde ou d'une vérité presque honteuse qui évolue de façon logique pour creuser dans le cœur du problème. Généralement, les meilleurs comiques arrivent à observer certains aspects absurdes de la vie et à les tourner en dérision. I asked my doctor about web relax. I asked my doctor about web relax. I asked my doctor about web relax, and he said no. Et l'horreur, c'est quand l'absurdité devient existentielle. I've learned to come to peace with death as a concept. Les sketchs de Curry et Cooper mènent très souvent à une atmosphère quasi horrifique. Même dans leurs sketchs les plus légers, il y a toujours une évolution naturelle mais inattendue de la situation. Ça devient toujours quelque chose qu'on n'aurait pas deviné en premier lieu,
et qui pourtant semble évident après coup. Et il y a toujours une chute, certes, mais avant ça, il y a aussi un tournant dans l'histoire, même quand le sketch ne dure que quelques minutes. C'est ce cocktail que Curry a appris à mixer encore et encore jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Et cette honnêteté qui se traduit sous forme de comédie, c'est aussi le testament de quelqu'un qui s'amuse de ce qu'il fait dans son œuvre, qui s'amuse de ce qu'il observe du monde. What the fuck would happen in Jenga the movie? Everybody's playing Jenga, all of a sudden Jenga falls, everybody dies. C'est une honnêteté jeune et passionnée. On sent qu'il est heureux d'assumer ses références. What? Mais si on fait le parallèle entre les sketchs et le film, la façon de réaliser n'est pas la même. Non, les sketchs sont réalisés pour un format internet, un rythme rapide pour garder l'attention, parfois de simples chants contre chants pour des dialogues un peu ping-pong. Mais Curry, il a de très bonnes notions de cinéma, qu'il démontre dans ses courts-métrages. Au cinéma, le découpage est plus efficace quand le plan est traité comme une histoire à part entière. Curry sait qu'il faut chercher l'efficacité au cinéma, qu'il faut pas couper tant qu'on n'a pas une bonne raison de le faire. Et il travaille intentionnellement cette façon de réaliser. The most amazing visionary of our time, but he doesn't know how to call cut. Il y a certains plans, certains mouvements de caméra qu'il n'aurait jamais pris le temps de faire pour un sketch, mais qui ajoutent énormément à la part de mystère et de tension dans un film. Comme ce travelling latéral quand Bear apprend au téléphone que Nicky ment à propos de son père, et qu'on la voit agir de façon inquiétante à l'arrière-plan avant de disparaître du champ, comme une araignée qu'on aurait perdu de vue et qui pourrait surgir de n'importe où. Oh putain! Excusez-moi, ça va, vous avez vu Obsession, vous n'avez pas à avoir peur pour une petite araignée. Obsession, c'est un film qui mérite son succès, et je suis heureux de participer à l'acharnement médiatique qui l'entoure. Je suis sincèrement pressé de voir les prochaines réalisations de Curry Barker. Mais je ferai attention à pas en faire une obsession.